Bien, bonjour à vous tous. C'est un plaisir de reprendre des activités de formation continue, d'enseignement, des activités cliniques et aussi des activités sociales avec certaines contraintes. Donc si vous souhaitez, vous pouvez encore vous disperser si vous vous sentez... Je pense que vous êtes quand même mis par bulles, mais si vous voulez encore différencier un peu les bulles, vous pouvez encore avancer. Il y a encore quelques places devant. Merci à tous d'être présents pour ce colloque. Je sais qu'on est beaucoup plus nombreux encore en ligne. Donc je salue aussi tous ceux qui nous suivent en webinaire pour ce premier colloque sur les soins en transition en psychiatrie. C'est un colloque qui devait se passer initialement au mois de mai, que nous avons reporté le 4 septembre en espérant que nous serions quittes de toutes ces choses. Mais la volonté de nos chercheurs et de toute l'équipe nous a poussés à l'organiser malgré tout. Et j'en suis heureuse. Et le partage que je pouvais faire avec certains d'entre vous en commençant, c'est que je crois que tout le monde est aussi heureux qu'on puisse à nouveau se mettre à travailler, à reprendre des activités comme celle-ci. Je vais dire juste quelques mots parce qu'on a pris un petit peu de retard. Je vais excuser le ministre, M. Alain Marron, qui ne pourra pas être parmi nous ce matin parce qu'il a des raisons familiales qui sont imposées à lui. Mais nous avons toutefois le plaisir aussi d'avoir Mme la ministre Glatini qui nous a rejoints et qui a patienté avec nous ce matin et qui interviendra après une très brève présentation. Je voudrais juste, dans l'introduction de ce colloque, vous expliquer. Certains d'entre vous le savent parce que nous avons fait un premier lancement de la chaire en transition à l'Académie royale de médecine en janvier dernier avec nos collègues néerlandophones. Donc, je remercie ici Simone, c'est bien, mais pourquoi ça passe pas? Tu peux le faire là? Ah, c'est bon. Et là, ça va avancer. Ouais. Donc, la chaire de transition est née de la volonté de la Fondation Roi Baudouin, du Fonds Julie Rançon et du Fonds Reine Fabiola de pouvoir soutenir pour 4 ans une chaire universitaire sur la transition des soins en psychiatrie. Vous le verrez tout à l'heure dans les exposés de la matinée, le professeur Diane Purper et aussi le professeur Beat Emery interviendront sur une étude qui a été faite au niveau européen qui s'appelle le projet Milestone et qui montre combien pour les jeunes entre 16 et 23 ans, c'est-à-dire dans la transition entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie d'adultes, sont extrêmement fragilisés dans le dispositif et risquent à ce moment-là de tomber dans un trou de soins, c'est-à-dire dans une absence de soins qui va alourdir leur psychopathologie. C'est donc l'objet de cette chaire. Je remercie bien sûr toute l'équipe. Moi, je suis le coordinateur, mais le professeur Charles Conrage du service de psychiatrie de Bruckmann, le professeur Marie Delay, qui est chef du service de psychiatrie infanto-juvénile à l'hôpital Erasme, et le docteur Hélène Nicolis, qui est responsable du secteur enfants-adolescents au service de santé mentale de l'ULB, sont mes collaborateurs proches dans ce programme de 4 ans. Et nous avons 3 jeunes chercheurs absolument fantastiques et qui ont beaucoup soutenu tout le déploiement du dispositif et forcément l'organisation de ce colloque aujourd'hui. Je les en remercie très chaleureusement. Des besoins spécifiques pour cette population, des besoins en santé mentale particuliers parce que c'est le moment où la psychopathologie d'adulte se déclare, des besoins aussi pour ceux qui ont connu des problèmes dans l'enfance, particulièrement aussi tous les troubles neurodéveloppementaux,
et une période particulière parce que les signes cliniques de la psychopathologie, quand elles se déclarent à l'âge de l'adolescence, ne sont pas exactement semblables aux signes cliniques que l'on retrouve à l'âge adulte. Donc, c'est très important à la fois de sensibiliser les pédopsychiatres, mais aussi les psychiatres d'adultes. Et je suis très heureuse que j'en vois plusieurs avec nous ce matin. Et je sais qu'il y en a de très nombreux aussi en ligne parce que nous avons, au cours de ce colloque, décidé aussi d'en faire une journée d'enseignement interuniversitaire. Donc, merci à mes collègues pédopsychiatres de l'UCL, de l'ULG, mais aussi nos collègues d'adultes de l'ULB et de l'ULG d'avoir accepté d'associer tous leurs étudiants à cette journée sur la transition. Donc, j'espère qu'ils sont aussi avec nous, soit dans l'auditoire à nos côtés, soit sur le webinaire. Ça, ce sont en fait... excuse-moi. Donc, ceci, c'est l'explication, au fond, de pourquoi cette période est une période particulière où émergent les psychopathologies. C'est une période de transformation cérébrale, c'est un moment maturatif, et on sait que ce moment maturatif ne s'interrompt pas à l'âge de 18 ans, qui est l'âge de la majorité légale, et du moment où on passe théoriquement à l'âge adulte, mais cette maturation et ces longues études en imagerie américaine ont montré que c'est bien plus tard que les organisations sous-corticales sont stabilisées, c'est-à-dire la manière dont le cerveau est équipé pour réagir aux aspects émotionnels, aux aspects de l'impulsivité, aux aspects du contrôle des actions, au niveau des fonctions exécutives. Donc, c'est vraiment un moment maturatif particulier et c'est en cela aussi que c'est une période de fragilité pour le début de la psychopathologie. Alors, la chaire de transition avait différents objectifs. Un projet de recherche dont je ne vais vous dire que quelques mots. Comme nous ferons un colloque annuel au niveau francophone, vous aurez la suite, je dirais, de cette étude tout au long des 4 ans. Un moment de partage de connaissances, et c'est aussi l'objet de ce colloque annuel, c'est qu'il y ait des partages d'expériences cliniques, et c'est ce que nous allons faire pendant toute l'après-midi. Des aspects académiques, c'est-à-dire que là aussi, on implémente des modules dans les différents niveaux académiques, et nous l'espérons aussi une communication sociale plus large, tant au niveau des utilisateurs que des familles. Et vous le verrez tout au long de cette journée, on aura aussi des témoignages, normalement en live aussi, mais aussi via des vignettes vidéo de jeunes qui ont souhaité aussi pouvoir transmettre leur expérience. Le projet de recherche, très rapidement, c'est une recherche transversale, transdiagnostique, sur des caractéristiques cliniques que nous avons fait le choix d'être dimensionnelles et pas catégorielles, en se disant que ce n'est pas toujours au niveau de diagnostic préétabli que les choses se passent, mais peut-être au niveau d'éléments de la personne qui lui sont caractéristiques et qui font qu'ils vont entrer dans des fragilités psychopathologiques. Nous espérons aussi avoir une approche qui soit non stigmatisante, non excluante et inclusive au maximum. On fait une évaluation de 6 groupes de jeunes à 17 ans, des jeunes qui ont un passé pédopsychiatrique, des signes précoces de pathologies lourdes, des jeunes hospitalisés de manière aiguë pour un moment de crise, des jeunes qui consultent en détresse psychologique dans un service de santé mentale, des jeunes qui développent déjà des problématiques addictives et des jeunes placés en situation de mise en autonomie forcée, c'est même pas une mise en autonomie, c'est-à-dire des jeunes qui ont souffert de pathologies familiales sans que ce soit étiqueté non plus santé mentale dans le secteur de l'aide à la jeunesse, et puis une population contrôle. Et nous allons évaluer toute une série de données générales chez ces jeunes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pourrez retrouver aussi tous ces éléments sur le site Internet et aussi sur la vidéo. On reverra ces jeunes à l'âge de 19 ans et si possible aussi à l'âge de 21 ans, c'est-à-dire l'objectif de les suivre longitudinalement et d'évaluer à ce moment-là ceux qui ont nécessité des soins, le type de soins dont ils ont eu besoin,
leur qualité de vie à ce moment-là, l'alliance thérapeutique qu'ils ont développée avec les intervenants. L'objectif d'aujourd'hui, c'est aussi un partage de connaissances. L'objectif au terme de ces 4 années, c'est d'avoir tenté de changer les pratiques. Nous allons changer les pratiques. Je m'adresse à la Fondation parce que, bon, j'espère qu'on aura le dynamisme. En tous les cas, chez les jeunes, parce que les vieux ont toujours un peu plus difficile, donc je me mets du côté des vieux, hein, rassurez-vous. Mais on sent un enthousiasme très grand chez les jeunes médecins en formation, qu'ils soient pédopsychiatres ou psychiatres d'adultes, pour réfléchir et pour travailler ces questions-là. Donc le mouvement est en route. Je peux rendre hommage à M. Marron puisqu'il n'est pas là ce matin, mais il y a eu à Bruxelles-Ville, parce que je connais mieux la situation de Bruxelles, mais en tous les cas, un apport d'argent dans le cadre de la crise Covid en santé mentale pour les jeunes en transition. Et je pense que là aussi, c'est déjà un message autour de l'importance des soins chez ces jeunes. L'objectif de la recherche, c'est d'apporter des éléments d'evidence-based. C'est aussi de proposer des améliorations et des changements dans la pratique clinique. On a vu dans la presse qu'il y a eu pas mal de demandes aussi d'hospitalisation involontaire autour de la crise Covid, mais dans ces hospitalisations involontaires, il y avait beaucoup de jeunes. Et donc, ça serait important, et donc là, je sollicite aussi les jeunes en formation pour un mémoire autour de qu'est-ce que c'est ces jeunes qu'on doit mettre en hospitalisation involontaire entre 18 et 25 ans, ou entre 16 et 23 ans pour regarder notre créneau. C'est quand même une vraie question. Pourquoi on doit les contraindre aux soins ? Et ça, ça a été très bien montré dans les statistiques des derniers mois. Bon, ça, c'est un petit peu... On s'est appuyé sur le modèle de la réforme en santé mentale enfants-adolescents pour travailler avec des partenaires. Et dans les exposés de cet après-midi, on a aussi sollicité des trajectoires de partenaires. Donc pas uniquement en santé mentale, mais aussi dans tout ce qui s'appelle l'intersectoriel, le secteur d'aide à la jeunesse, le secteur de protection judiciaire, l'école, les PMS, le secteur du handicap, nos collègues pédiatres, les situations aussi en périnatalité. J'en ai certainement oublié. Il reste la culture, le sport, les loisirs. Donc, on essaiera aussi d'avoir une communication suffisante qui nous permettra aussi de disséminer. Le mot n'est pas beau parce qu'il renvoie à l'infection, mais c'est celui qui est dans nos esprits. Je dirais, mais en tous les cas, de déployer une vraie politique d'attention pour ces jeunes entre 16 et 23 ans. Bien sûr, il y a toutes nos collaborations avec les écoles supérieures, avec l'université. Je profite de l'occasion, et vous avez les folders devant, pour vous annoncer le prochain colloque. On espère qu'on sera sorti de cette période difficile. C'est le 7 mai 2021. Ici, on essaiera d'avoir un auditoire un peu plus grand pour pouvoir tous vous accueillir et ne plus devoir le faire en webinaire, parce qu'alors on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde, mais il y a un certain nombre de gens derrière l'écran. Et juste vous dire qu'on a déjà, au niveau de la communication, déployé un certain nombre d'actions. En ça, on est aidé par la communication de l'hôpital des enfants, de l'hôpital Erasme, de l'hôpital Bruckmann. Donc voilà, on essaye de relayer aussi les manifestations. Le site est en cours de construction, donc tous les participants au colloque d'aujourd'hui recevront le lien du site quand il sera finalisé. Et l'objectif aussi est de déployer des collaborations avec tous nos collègues, y compris, pas uniquement à Bruxelles. Donc je sais qu'ils sont derrière l'écran pour ceux qui viennent de plus loin, notamment du Luxembourg, de Liège, et je les remercie de Mons, et je les remercie déjà de Namur. Bon, je ne vais pas les citer tous. Et juste un petit point aussi, c'est de vous dire que cet enthousiasme de la chaire a fait que Simone Marchini, un de nos chercheurs, avec le professeur Marie Delay, a lancé dès la période de confinement une étude sur la santé mentale des jeunes et sur leur capacité de résilience autour de la crise Covid, dont les résultats sont déjà en train de sortir à l'heure actuelle. Et je les en remercie. Voilà.